L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant sur Business 24 Africa. Madame, monsieur, bienvenue. 10 ans, ça se fête. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire a marqué son anniversaire par un séminaire bilan de 2 jours à Abidjan. À l'occasion de la journée mondiale du pied beau, une rencontre scientifique de sensibilisation s'est tenue ce mardi 3 juin à Bingerville. Et en marge du Sahara qui bat son plein, le principal exploitant du port autonome d'Abidjan a initié une visite de ces structures avec la presse nationale. Les détails dans un court instant. Nous entamons ce journal avec une bougie de plus. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire célèbre ses 10 années d'existence. Un anniversaire marqué par un séminaire bilan de 2 jours à Abidjan. Lancé en 2013, le GUS a permis la simplification et la dématérialisation des procédures douanières. Cette rencontre a été l'occasion pour la direction de dévoiler la nouvelle identité visuelle et de jeter les bases d'une plateforme plus performante. Konena Norgo. 10 années de service au commerce extérieur de la Côte d'Ivoire, 10 ans d'innovation, de digitalisation et de partenariat. Le guichet unique du commerce extérieur, véritable carrefour numérique entre l'État, les opérateurs économiques et les douanes, fait le point sur son parcours. Notre plateforme a franchi des étapes majeures, notamment la triple certification ISO 9001, 27001 et 22301. Illustrant la performance de notre système de management intégré. À l'horizon, nous préparons le lancement de nouvelles fonctionnalités logistiques du Port Community System, venant renforcer, accroître et améliorer celles déjà offertes à nos usagers. Le GUCI en tant que plateforme numérique intégrée est l'une des expressions les plus concrètes de cette ambition présidentielle. Sous l'autorité du président de la République, des réformes courageuses ont été engagées. Elles ont permis l'interconnexion des administrations, la dématérialisation des formalités douanières, la réduction des délais et des coûts portuaires et une meilleure transparence dans les opérations d'importation et d'exportation. Une nouvelle identité visuelle pour de nouveaux défis. Conférences et panels enrichissent ce séminaire qui s'inscrit dans une dynamique de transformation continue au grand bonheur du gouvernement ivoirien. Le guichet unique en fait a permis d'impacter positivement le volume du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire et y a apporté sa contribution à plusieurs niveaux. En 2012, nous avons un volume d'échange de l'ordre de 21 milliards de dollars US. Aujourd'hui, il y a eu un impact positif de plus de 124%. Et nous sommes aujourd'hui à environ à 47 milliards de dollars US. Et le guichet unique de commerce extérieur a permis de faciliter et de réduire le parcours des opérateurs économiques pour tout ce qui concerne en fait l'exportation des produits hors de la Côte d'Ivoire. Le guichet unique du commerce extérieur s'offre une nouvelle image, mais garde la même ambition. L'information se poursuit avec l'immobilier. Réfléchir aux politiques commerciales et fiscales capables de soutenir le développement durable des chaînes de valeur du lait local en Afrique de l'Ouest et au Sahel. C'est l'objectif de la conférence régionale ouverte ce lundi 2 juin à Abidjan à l'initiative de la CEDEAO et en collaboration avec les organisations de la société civile. 3 jours de travaux pour bâtir une stratégie ambitieuse en faveur du lait local, vecteur de souveraineté alimentaire pour la région. Générosa Quadio. À Abidjan, les acteurs de la filière laitière de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis pour réfléchir à l'avenir du lait local. Une conférence régionale s'est ouverte ce lundi 2 juin à l'hôtel Ivotel à l'initiative de la CEDEAO avec l'appui de l'UEMOA et des organisations de la société civile. Objectif, poser les bases de politiques commerciales et fiscales adaptées pour un développement durable de cette filière stratégique. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie dite offensive lait portée par la CEDEAO dans le cadre de la politique agricole régionale ECOWAP. L'évolution du contexte international, la nécessité de promouvoir des viviers d'emploi rémunérateurs pour les jeunes et pour les femmes et une plus forte maîtrise de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région nous imposent de mettre en place des politiques commerciales efficaces et fiscales adaptées. À cet égard, j'exhorte donc tous les participants
à des délibérations constructives pour aboutir à des recommandations opérationnelles à court et moyen terme en vue d'améliorer l'environnement des chaînes de valeur du lait local en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Des paroles fortes appuyées par la CEDEAO qui entend mettre le gouvernement face à leurs responsabilités. Il faudrait que nous puissions avoir des politiques assez responsables, assez volontaires qui vont nous permettre non seulement d'être des producteurs de lait, mais aussi des transformateurs de ces laits à l'endroit de la consommation de nos populations. Donc je vous encourage, au nom de Monsieur le ministre, à des échanges fructueux qui vont nous permettre non seulement d'avoir des orientations et demander à nos autorités de pouvoir nous guider, nous prendre des décisions dans le sens du développement de cette belle filière. Les travaux se poursuivront jusqu'au 4 juin 2025. Les recommandations attendues devraient orienter les futures politiques régionales pour faire du lait local un véritable moteur de développement inclusif. L'actualité, c'est aussi l'immobilier. 100 acquéreurs de maisons de la cité Asieri ont récemment reçu leur attestation de réservation. C'est un document délivré par Nyota Construction qui leur réserve une maison dans la cité après avoir suivi une étape jusqu'au paiement du 10e du coût de leur maison. La cérémonie a vu une pose de première pierre dans cette cité en présence du partenaire financier, la BACI, Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento pour le commentaire. C'est la joie dans les visages de 100 acquéreurs de maisons dans la cité Les Asieri. Ils ont reçu les attestations de réservation de leurs maisons souscrites auprès de Nyota Construction, un promoteur agréé spécialisé dans la construction immobilière, la rénovation et les ventes de terrains. C'est une étape clé de l'acquisition de leur maison, ce qui leur permettra d'avoir leur domicile et de finir avec les difficultés liées à la location. Conan Brouléon, président du comité de pilotage du projet Asieri, un toit à la cité Les Asieri, se dit très heureux pour les avancées enregistrées. On est très heureux de ce qu'on arrive à cette étape aujourd'hui. Voilà, donc je profite de l'occasion pour dire merci à tous les acteurs, merci à tous mes collègues, mes collaborateurs, tous ceux qui ont eu confiance en ce projet. Et nous prions que ce projet ait un glorieux accomplissement. Fait marquant cette cérémonie, la pose de première pierre du projet Asieri, un toit à la cité Les Asieri. Kwasi Véronique, directrice générale de Nyota Construction, a présenté ce projet et rassuré les acquéreurs. On a un partenariat avec la cité Les Asieri. C'est la raison pour laquelle on avait fait la pose de la première pierre. Cette cité comprend, il y a 3 phases. Il y a le projet des Asieri déjà, et il y a celui des autres où vous pouvez souscrire. Il y a des projets de 3 pièces à 28 millions et 4 pièces à 32 millions. Pour souscrire, c'est très simple. Vous payez vos frais de dossier qui est de 300 000. Vous passez au bureau, vous remplissez des dossiers et puis vous nous dites quel type de maison vous voulez et on vous accompagne. La cérémonie a vu la participation de plusieurs partenaires, notamment la BACI, le cabinet Amadeus Architecture et Design et les associés de Nyota Construction. Le lundi 2 mai dernier, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre le sida, a officiellement lancé une session de formation sur le VIH-Sida destinée aux hommes de médias à Dabou. Ces activités marquent le début d'un programme intensif de 5 jours axé sur les comportements à risque des adolescents et des jeunes face à la pandémie du VIH-Sida et d'inviter les médias à la sensibilisation envers cette cible. Sandrine Kwame pour plus de précisions. C'est une session de formation ouverte pour renforcer les capacités des professionnels des médias en matière de sensibilisation sur le VIH-Sida, en mettant l'accent sur les réalités et défis rencontrés par les adolescents et les jeunes. Cette tranche de la population est particulièrement vulnérable et il est essentiel de les informer pour rompre la chaîne de contamination et promouvoir des comportements sains. Des experts du domaine de la santé animeront des ateliers interactifs et des discussions qui permettront d'échanger des idées et des stratégies efficaces pour impacter un public jeune en pleine croissance. L'enjeu de cette formation, c'était surtout de capaciter les médias
les hommes des médias sur la question du VIH, des infections sexuellement transmissibles, et portant essentiellement sur la thématique des adolescents jeunes, qui sont vraiment l'avenir de la nation. Les adolescents et jeunes sont confrontés à de nombreux défis. Quel environnement nous, en tant qu'adultes, nous en tant que professionnels, nous en tant que pays, nous pouvons avoir? Quelle alternative pour les accompagner? Je pense que si tout le monde se met autour de cette cible-là, on pourra mieux les accompagner. Cette activité s'inscrit dans la volonté de parvenir à une lutte efficace contre ce fléau en sensibilisant toutes les couches, en particulier les jeunes et les ados, à un accès aux informations fiables. Au travers de cet atelier, on pense pouvoir sortir assez outillés parce que c'est des instruments qu'ils vont partager avec nous, qui vont nous permettre de mieux comprendre d'abord les enfants, qui sont aussi également nos enfants, et de pouvoir vraiment communiquer sur l'attitude, les manières et puis surtout être attentif comportement des enfants de façon générale. Il y avait des questions qui n'étaient pas trop claires et maintenant, grâce à cette formation, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de comprendre, on est en train de savoir et on saura maintenant comment orienter nos papiers. Les 5 jours de formation seront riches en enseignements et en échanges, avec l'espoir que chaque participant repartira avec des outils et des connaissances permettant de mieux sensibiliser leur audience sur cette pandémie. On poursuit toujours en santé. Le pied-bot est une malformation congénitale qui touche des milliers d'enfants chaque année dans le monde. À l'occasion de la journée mondiale du pied-bot, une rencontre scientifique de sensibilisation s'est tenue ce mardi à Bingerville, une initiative du Programme national de santé de la mère et de l'enfant en partenariat avec l'ONG Santé Espoir Vie Côte d'Ivoire et la Société ivoirienne de chirurgie publique. Généreuse Aquadio. Chaque année, environ 200 000 enfants naissent avec un pied-botte en Côte d'Ivoire. Cette déformation congénitale du pied empêche une marche normale si elle n'est pas traitée à temps. Pour la 13e édition de la Journée mondiale du pied-botte et la première célébrée en Côte d'Ivoire, le Programme national de santé de la mère et de l'enfant, en collaboration avec l'ONG Santé Espoir Vie Côte d'Ivoire et la Société ivoirienne de chirurgie, a organisé une rencontre scientifique autour du thème « Prise en charge précoce du pied-botte en Côte d'Ivoire, valeur ajoutée de la méthode Ponsti ». Ces rencontres commémorant les journées nous permettent de faire la synergie d'action et d'appeler tout le monde à s'impliquer vraiment dans la prise en charge des cas parce que c'est une pathologie qui est invalidante lorsqu'on ne prend pas en charge à temps. Depuis quelques années, depuis l'année dernière, où nous travaillons sur la question avec nos partenaires des services et d'autres ONG, nous avons eu autour d'environ 700 et quelques cas qui ont été pris en charge de façon gratuite. Une prise en charge gratuite est rendue possible grâce à des ONG comme Santé Espoir Vie Côte d'Ivoire, avec l'appui financier de l'ONG Miracle Fit, qui accompagne les familles depuis la détection jusqu'au traitement complet. Donc aujourd'hui, nous travaillons dans 13 structures sanitaires dans cette région de Côte d'Ivoire. Et nos interventions tournent autour donc de la formation du personnel, de l'équipement des centres de santé en matériel pour la prise en charge des pieds-bots. Le CHU de Cocody est l'un des centres de référence pour cette pathologie. Son service de chirurgie pédiatrique applique la méthode Ponsti avec des résultats probants. On définit donc un pied-bot comme tout pied qui ne repose pas sur le sol par ses appuis normaux. Et donc dans le pied-bot variceux-séquin congénital, il y a une association de déformations qui vont faire que l'enfant à la naissance se présente avec un pied qui est mal formé, qui est en forme de club de golf. Présenter la pathologie, former les professionnels et surtout informer les familles. Des actions prioritaires pour permettre à chaque enfant de Côte d'Ivoire de retrouver l'équilibre dès ses premiers pas. Dans ce journal, nous parlons également de célébration. Dans la commune de Port-Boué, le mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire et le COPACI ont initié une spéciale fête des mères. Elle a rassemblé plusieurs partenaires autour du thème la santé mentale, la violence basée sur le genre et mesures d'accompagnement aux femmes en situation de handicap victimes de viol. Un moment festif, mais aussi pour partager et éduquer les populations sur les thématiques citées plus haut. Mon désir Nascimento.
Dans une ambiance mêlant émotion, sensibilisation et célébration, le mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la COPACI, Coordination des organisations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire, a organisé une spéciale fête des mères dans la commune de Port-Boué. Un événement pas comme les autres, placé sous le signe de la solidarité et de l'engagement social. Rassemblant plusieurs partenaires, notamment l'ONG Lien du Cœur, présidée par Emou Nicole, épouse du maire de la commune de Port-Boué, Alouko Michel, fondatrice de la Passerelle, et Aïda Sarr, directrice exécutive de ADPA. Cette journée a été articulée autour du thème « La santé mentale, la violence basée sur le genre et les mesures d'accompagnement pour les femmes handicapées victimes de viol ». Plus qu'une simple célébration, cette initiative visait à mettre en lumière les souffrances souvent invisibles que vivent les femmes, tout en proposant des pistes de solutions concrètes. Aujourd'hui, nous sommes à la salle des fêtes de Port-Boué pour célébrer les mamans en situation de handicap. Ces femmes braves, ces femmes fortes qui, malgré les handicaps, ont pris soin de leurs enfants. Je leur ai donné des enfants. On n'a pas jeté les enfants à la rue, on n'a pas abandonné les enfants dans les caniveaux comme d'autres le font. Mais avec résilience, elles ont éduqué les enfants. Pourquoi ne pas les célébrer? J'ai accepté avec tout mon grand cœur pour parrainer cette cérémonie. Parce que pour moi, les personnes handicapées sont des personnes importantes pour nous. Ce sont des personnes que nous devons accompagner. Et ce sont des personnes fortes. Fortes parce que malgré leur handicap, elles se font démarquer. Je veux dire à toutes les femmes, qu'elles soient en situation de handicap ou non, que le handicap n'est pas une barrière, le handicap n'est pas une fatalité. La preuve, vous voyez, je suis non-voyant, mais je suis en train de cuisiner. Voilà. Au-delà des discours, l'ambiance est restée festive. Hommages, cadeaux, témoignages, danses et moments de partage ont marqué la journée, offrant un instant de réconfort et de reconnaissance à ces mères courageuses. À présent, nous ouvrons la page du Sahara 2025. Et c'est toujours un réel plaisir de retrouver Alani Toua pour avoir les échos du Sahara 2025. Bienvenue encore Alani Toua. Merci Angèle Sémia. Eh bien, en marge du Sahara 2025 qui s'est déroulé jusqu'au 1er juin, il y a une entreprise qui a reçu la presse, notamment AGL Logistique. Effectivement, Angèle Sémia, le principal exploitant du port autonome d'Abidjan, avait organisé une visite de ses infrastructures avec la presse nationale. Les acteurs des médias avaient pu apprécier de visu les infrastructures de pointe de l'entreprise et le professionnalisme du personnel. Nous y avons pris part. Le Sahara 2025, c'est aussi hors du parc des expositions. Il est 10h55 quand la délégation de journalistes est accueillie par la directrice d'exploitation d'Abidjan Terminal dans le centre névralgique de l'opérateur portuaire. Là, notre objectif de caméra est autorisé à capter la salle de contrôle ultra moderne où plusieurs agents installés, chacun devant son ordinateur, suivent avec une attention soutenue ce qui se passe sur le terrain via le appareil interconnecté. Cette invitation de la presse à venir visiter notre terminal s'inscrit dans le cadre du Sahara qui a lieu en ce moment au niveau du parc des expositions à Abidjan. Il était important pour le terminal de faire venir l'équipe de presse pour venir voir comment les produits d'exportation de la Côte d'Ivoire sont traités en conteneurs au niveau d'Abidjan. Sur un espace de 33 hectares et une capacité statique de 23 000 cantonniers, Abidjan Terminal est doté de 20 RTG et 5 portiques. Un autre espace qui nous est donné de visiter, c'est bien sûr l'Aréo Hub. Construit sur un espace de 6 000 m², il dispose d'un entrepôt d'une capacité de 350 000 m², adapté aux attentes des acteurs du monde agricole. Ici, on est à l'Aéro Hub, qui est une plateforme logistique qui a capacité à pouvoir recevoir de la marchandise, la stocker,
la préparer, la distribuer partout en Côte d'Ivoire. Donc la plupart des marchandises que nous entreposons ici sont des marchandises destinées à des grands distributeurs. Donc tout ce que vous pouvez trouver dans des supermarchés, ce sont des marchandises de grande consommation. Donc tout ce qui est consommable, du lait, de la nourriture, etc. La visite de ces infrastructures stratégiques dans tout le traitement de l'exportation de la Côte d'Ivoire est une confirmation du sérieux du groupe AGL, partenaire logistique des filières agricoles. Et dans son désir de préserver la forêt ivoirienne, Earthworm avait procédé aussi à de nombreux plantings d'arbres dans les zones forestières. Cependant, Earthworm forme aussi les jeunes à l'entrepreneuriat rural agricole tout en respectant les normes écologiques. Pour ce faire, il a créé le centre d'incubation agroécologique rural CIRA en sigle suivant. Faire la promotion de l'entrepreneuriat agricole ou l'agriprenariat en respectant les normes écologiques. C'est ce que la Fondation Earthworm prône par la création du Centre d'incubation agricole rurale CIRA. Oui, le Centre d'incubation rurale agroécologique d'Aboisseau a été mis sur pied en 2022 pour encourager les jeunes à mettre en place des exploitations agroécologiques et pour se lancer dans l'entrepreneuriat rural jeune. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une initiative qui a permis de former au moins 78 jeunes pensionnaires. Plusieurs se sont lancés, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans des pratiques agroécologiques palmiers à huile. Aujourd'hui, je pense que beaucoup sont satisfaits et nous encourageons de nombreux jeunes à rejoindre cette initiative. La formation au CIRA est gratuite. Tout est pris en charge pendant les 5 mois de formation au centre, avec 2 mois théoriques et 2 mois de placement en entreprise ou dans les palmeraies villageoises pour que les jeunes puissent confronter la théorie à la pratique. Ensuite, nous mettons en place un petit fonds où les bénéficiaires pourront avoir des semences pour se déployer et nous mettons aussi en pratique le modèle du planter partagé où nous facilitons l'accès à la terre pour les jeunes qui souhaitent s'installer. Nous sommes à la phase 2 du projet. La première phase du projet, nous avons fait 2 ans et nous sommes à la 3e année. Pendant la première phase du projet, nous avons formé près de 70 jeunes à l'entrepreneuriat rural. Et pour cette 2e phase du projet, nous avons déjà formé 20 jeunes. Donc nous pouvons dire autour de 90 jeunes que nous formons à pouvoir avoir les attitudes nécessaires pour entreprendre dans le domaine de l'agriculture, toujours fondé sur le système agroforestier palmier. Le CIRA est un projet de la Fondation Earthworm lancé avec le soutien financier de la Fondation Louis Dreyfus et le soutien institutionnel du Conseil régional du Sud Comoé. Toujours au Sahara, la journée focus sur les eaux et forêts a été jalonnée de panels de haut niveau. L'un avait pour thème les mesures prises pour garantir aux consommateurs la fourniture pérenne des produits forestiers de qualité issus d'une production durable. Ce panel avait pour intervenant principal la directrice de cabinet du ministre des Eaux et Forêts. Avec elle, un conseiller de la mairie de Koumassi cité en exemple pour la création de la bourse du bois et le directeur du Passade Forêt. Voici les conclusions de ces 2 derniers acteurs. Donc à l'issue de ce panel, nous avons pu échanger sur toutes les dispositions qui existent dans le Code forestier de 2019, mais également nous avons pu échanger sur le processus de la mise en œuvre de l'APB FLECT, qui garantira à terme une exportation des bois légaux et traçables. Par ailleurs, le Passade Forêt apportera toute une série d'appuis en vue d'atteindre les objectifs des axes stratégiques de la stratégie nationale de valorisation des produits forestiers. Et enfin, une expérience du marché de Koumassi a été extrêmement intéressante dans le sens justement de cette traçabilité des bois. Koumassi est généralement cité un exemple de par les mesures qui ont été prises à Koumassi depuis notre avènement à la magistrature de Koumassi. La création de la bourse du bois répond donc à cette exigence de faire en sorte que nous ayons une bonne traçabilité au niveau du nombre d'opérateurs
dans le domaine. Donc nous les avons enregistrés. Nous avons également exigé à ce que les commerçants qui vont s'installer sur ces espaces soient agréés, de sorte à lutter contre la vente illégale, la vente du bois illégal, je devais dire. Merci aux organisations professionnelles agricoles. Alors Alain Toua, le Sahara a pris fin le 1er juin dernier. L'heure actuellement est au bilan des activités. Justement, en Jassémien, le Sahara, c'était aussi la présentation des machines agricoles, domaine d'activité de l'entreprise Sacri. En plus de la vente et de la maintenance des machines agricoles, l'entreprise Sacri forme et renforce les capacités des agriculteurs. Sacri était au Sahara, comme on vient de le dire, et a fait le bilan de ses activités face à la caméra de notre reporter Richard Akeke. Le Sahara a été l'occasion pour Sacri, à travers Sacri Academy, de présenter ses succès. Des succès qui ont pour nom amélioration des compétences des jeunes, renforcement des capacités de la main-d'œuvre, insertion professionnelle et création d'emplois. Sacri a une place très importante au Sahara parce que ça fait 40 ans que nous exerçons dans la fourniture industrielle et agricole en Côte d'Ivoire. Donc il a toujours été très important pour nous d'être présents au Sahara pour montrer notre accompagnement au monde agricole. Alors nous avons atteint l'objectif de former un très grand nombre d'agriculteurs en milieu rural. D'abord on est parti sur un challenge qui n'était pas évident, c'était des missions de sensibilisation à l'intérieur du pays à la mécanisation, à la petite mécanisation. Et c'est un challenge qui a été réussi. Ce qui a donné naissance à ce programme Sacri Academy qui visait donc à encore accompagner le monde agricole par la formation, l'équipement et puis l'insertion surtout. Dans son programme de formation mécanique agricole et industrielle, Sacri Academy a pu former environ 240 jeunes, dont 80% insérés. Ce programme nécessite la formation de 240 jeunes en formation en agriculture mécanisée, avec un atelier mécanique qui est équipé essentiellement par les équipements de Sacri. Et la formation se passe sur 4 mois, avec des cohortes de 40 jeunes sur 4 mois, avec des cohortes de 40 jeunes. Elle a lieu sur le site de Supagro. Notre site est situé sur l'as Yamsoko Boisflé, plus précisément à Bozi. Nous avons formé pour un programme de 240 jeunes, nous avons déjà formé 80 jeunes. Sur les 80 jeunes, l'insertion est à 80%. Vu le succès de Sacri Academy, d'autres formations sont prévues pour l'année 2025. Donc c'est un vaste programme qui va débuter en juin, dont nous sommes très fiers et qui va participer à rendre effective cette mécanisation agricole en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une chose d'avoir les équipements agricoles, c'en est une autre d'avoir les pièces de rechange, mais c'en est une autre aussi d'avoir les bons opérateurs pour les réparer, pour assurer la pérennisation de ces machines. L'entreprise Sacri est installée en Côte d'Ivoire depuis 1985. Et ce sont les échos du Sahara avec Alan Itoua. Merci pour toutes ces informations, Alan Itoua. Merci, Ojasémien. Rendez-vous demain. À la même heure. Autre information, l'Association des étudiants des études comptables supérieures de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a organisé le samedi dernier la journée de l'expert financier. Cet événement majeur, devenu un rendez-vous incontournable dans l'agenda académique et professionnel, a rassemblé un public varié composé d'étudiants, de professionnels de la finance, de décideurs économiques, d'universitaires et d'entrepreneurs engagés pour l'avenir économique du continent africain. Charles Kouakou et Soro Estelle. L'édition 2025 de la JEF a été articulée autour d'un thème d'une pertinence stratégique, l'Afrique stratégique, l'intelligence économique, logistique et transformation locale au service de la croissance durable. Notre association a été créée dans le but de valoriser le potentiel de ses membres, non seulement en plus de la formation académique universitaire que nous recevons à l'INPHB, nous avons aussi l'expérience professionnelle. Donc il y a des aînés qui sont des dévanciers, qui ont pu faire preuve d'excellence pour inspirer les jeunes cadets que nous sommes actuellement en formation, pour nous montrer la culture même de l'excellence et du savoir-faire et du savoir-vivre également. À travers une série de conférences, panel de haut niveau, débats interactifs, les participants ont exploré des solutions concrètes et innovantes pour stimuler la compétitivité des économies africaines, encourager la transformation structurelle par la valorisation de la production locale et renforcer la souveraineté économique du continent face aux enjeux mondiaux.
Les différentes interventions ont été animées par des experts émergents du secteur financier ainsi que par des entrepreneurs à fort impact qui ont partagé leur expérience. J'ai été là il y a une trentaine d'années, je comprends les difficultés qu'ils peuvent ressentir, je comprends aussi les enjeux qu'ils peuvent avoir et je pense que le conseil que nous on peut leur donner c'est un conseil de persévérance. De se lancer, ceux qui pensent, qui ont l'aptitude, qui ont l'appel de l'entrepreneuriat, de saisir l'opportunité de se lancer. Avant, on disait que les ECS étaient très timorés. Donc certaines écoles, je ne vais pas les citer ici, prenaient le dessus sur nous. Aujourd'hui, nous affirmons notre expertise avec ce genre d'activité et il faut continuer de ce sens, montrer au secteur privé et au secteur public que les ECS sont les leaders du monde économique en Côte d'Ivoire. Le point culminant de la journée a été marqué par la finale du concours débat, un moment fort qui a mis en lumière la compétence oratoire, la rigueur intellectuelle et l'esprit critique des jeunes étudiants en formation. Et toujours à Yamoussoukro, l'organisation non gouvernementale Bloom, présidée par Daniel Lidigui, a initié récemment une journée exceptionnelle consacrée à l'autonomisation des femmes. Cet événement tenu dans le cadre prestigieux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro a marqué le coup d'envoi de son programme triennal 2025-2027. Charles Kouakou. Cette journée d'envergure a réuni plus de 2000 membres de l'ONG venus de diverses régions du pays. Elle a été structurée autour de plusieurs temps forts, notamment des ateliers de renforcement de capacités, des sessions de coaching personnalisées ainsi que des témoignages de femmes inspirantes ayant réussi à s'affirmer grâce à l'entrepreneuriat ou à des initiatives communautaires. Le clou de la journée a été le lancement officiel du programme 2025-2027 dédié à l'indépendance économique, au leadership féminin et à la valorisation du rôle des femmes dans la société. Ce programme ambitieux prévoit l'octroi de financements ciblés à 1000 femmes identifiées sur la base de leur vulnérabilité, notamment leur situation d'itinérance. Les bénéficiaires ont reçu un appui destiné à la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois, véritable levier pour sortir de la précarité et entrer dans une dynamique d'autonomisation durable. À cette occasion, un montant global de 30 millions de francs CFA a été distribué au profit de 20 sections régionales de l'ONG Bloom. Elles sont dans beaucoup de secteurs d'activité, comme les ventes de pain, les chaussures, bananes, plantains, les céréales, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'activités en cours. Comment organiser, réorganiser même les femmes pour attendre d'Ategoubé, pour leur avenir meilleur. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de transformation sociale fondée sur la résilience économique et le leadership féminin. Aujourd'hui, cette autonomisation, c'est vraiment le lancement, il faut le dire, pour un programme sur 3 ans. Alors donc, à travers cette journée, on a voulu apporter un fonds aux différentes sections communales dont elles vont se servir, pour justement financer leurs activités génératrices de revenus. Depuis sa création en 2018, l'ONG Bloom s'impose comme un acteur clé de la société civile ivoirienne, œuvrant en étroite collaboration avec les pouvoirs publics et d'autres partenaires au développement. Elle mène des actions concrètes dans plusieurs domaines cruciaux tels que la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion de la scolarisation des jeunes filles et l'autonomisation des femmes à travers des projets innovants et inclusifs. Les fonctionnaires et travailleurs du secteur de Djélé dans la sous-préfecture de Bandoukou ont été honorés à l'occasion de la fête des travailleurs. C'est une initiative des cadres et des populations ainsi que de l'amicale des fonctionnaires et travailleurs du secteur qui veulent stimuler les envoyés de l'État à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes dans les différents lieux de service. On voit tout ça avec Anissé Kouadio, notre correspondant. Le village de Séréoudé est en fête, marquant la fête du travail de l'amicale des fonctionnaires du secteur Djélé, mais également des festivités de fin d'année des enseignants de ce secteur. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif. Cette amicale est née dans le but de consolider les liens fraternels et d'entraide des fonctionnaires qui viennent
d'horizons divers. Durant cette cérémonie, des enseignants et des professionnels de la santé ont été honorés pour leur engagement et leur détermination à servir la population, dont l'acharnement au travail est reconnu de tous, notamment par le représentant de la Direction régionale de l'éducation nationale et également par les autorités, en l'occurrence le maire de Bondoukou, parrain de la cérémonie, et l'honorable député de Bondoukou commune et sous-préfecture. Félicité, gratitude aux enseignants du secteur, pour tout travailleur toujours à la tâche avec rigueur et abnégation pour former et éduquer nos enfants qui constituent, à n'en point douter, l'avenir de notre Côte d'Ivoire. Et les encourage à continuer, qu'ils sachent que nous sommes conscients de cette difficulté qu'ils rencontrent dans le travail tous les jours et que nous, notre objectif, c'est de les soutenir, de les encourager à continuer en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour l'éducation et le développement de la Côte d'Ivoire entière. Cette cérémonie a été marquée par la présence des dignitaires religieux et des autorités traditionnelles venues en grand nombre des différents villages du secteur Djélé, du nom de la rivière qui relie les 8 localités de fonctionnaires et travailleurs du secteur éducation et santé. Nous avons organisé cet événement pour valoriser le métier de l'enseignant et de la santé dans l'optique de consolider les liens et toujours subvenir aux besoins des populations partout où on t'envoie. Il faut dire que c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes ici pour servir le pays. Notons que la fête du travail de l'amicale des fonctionnaires du secteur Djélé en est à sa première édition. Les organisateurs entendent faire de cette cérémonie une plateforme de promotion et d'excellence afin de stimuler l'ensemble des fonctionnaires et travailleurs à se surpasser pour le bien des populations. Direction San Pedro avant de clore cette édition. La présélection du Festival national de la cuisine ivoirienne pour le district autonome du Bassa-Sandra s'est déroulée récemment à l'espace Christie Beach de San Pedro. Initié par la direction régionale du tourisme et des loisirs, la municipalité, cet événement a été marqué par le thème Côte d'Ivoire, terre de saveurs. Abel Kouaou dans un commentaire signé Michel Brault. Le Festival national de cuisine ivoirienne du Bassa-Sandra est résolument engagé à promouvoir et faire rayonner les richesses gastronomiques de la Côte d'Ivoire tout en valorisant l'utilisation des produits locaux. C'est le sens donné à la présélection de ce concours qui a mobilisé les passionnés et professionnels de la gastronomie ivoirienne autour de l'excellence culinaire. Nous sommes à la 3e édition. La première édition s'est déroulée à Nibiré-Krou, chez le ministre Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. La seconde édition s'est déroulée à San Pedro l'année dernière et puis cette édition s'en va à Boaké. C'est une manière de promouvoir la cuisine ivoirienne et de valoriser l'industrie de la gastronomie ivoirienne. Sous l'œil vigilant du jury, les candidats ont débordé d'ingéniosité pour sublimer les plats imposés. Entre précision et gestion du stress, chaque geste comptait. Les plats ont été évalués selon des critères: originalité, créativité, présentation, saveur, texture et valorisation des produits du terroir. Doki Justin remporte le concours dans la catégorie professionnelle avec un plat dénommé trop de mer à la sauce graine, purée de haricots et riz au bouillon de crabe. La catégorie amateur a été décochée par Guigui Sergine avec un plat typique néo de Sassandra. Les lauréats ont été exhortés à remporter le concours national. Je les félicite pour les efforts qu'ils ont fournis et je ne peux que leur dire bonne chance. Nous avons déjà eu le 2e prix, mais cette année, nous souhaiterons vraiment avoir le 1er prix. Ils ont vraiment nos bénédictions, ils vont avec nos prières et nous espérons vraiment recevoir le 1er prix cette année. Aujourd'hui, je me retrouve à la 1re place. Et je promets vraiment à l'ADR et à San Pedro et mes mamans qui ont déjà béni cette grande journée de ramener la coupe à San Pedro. Les lauréats de chaque catégorie se qualifient pour la grande finale nationale, une nouvelle étape vers la consécration de la cuisine ivoirienne à l'échelle nationale. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.